Sabrina Medjeber est avec nous ce soir, Gilles-William Goldnadel, Geoffroy Lejeune, Olivier d'Artigol et exceptionnellement Vincent Hervouette, parce qu'effectivement l'actualité internationale est importante. Avant d'écouter François Bayrou, nous étions ensemble et nous parlions de ce qui s'est passé à la Maison-Blanche. Et vous nous disiez quelque chose que vous avez publié d'ailleurs dans votre éditorial, cher Vincent Hervouette, que personne ne dit. Personne ne dit dans l'ensemble des médias. Vous rapportez une parole de Zelensky qui a été dite dans sa barbe et sans doute en... Voilà. Alors, il me semble que ça fait partie de l'information qu'il faut dire. Non, mais c'est dit dans une grande partie de la presse internationale. Vous savez, les Anglais en ont fait des gorges chaudes avec ça. Et c'est pas dit en France. Il dit, alors je vous le dis tel quel. Oui. Mais ne le prenez pas pour une insulte personnelle. À un moment, il lâche Soukabliat, ce qui est en russe, qui est sa langue maternelle. C'est à la fois un juron et une insulte. C'est à la fois, c'est difficile à dire, fuck, si vous voulez, quand on a... Il dit sale pute. En version anglaise. Et en version française, ce serait plutôt une insulte parlant d'un chien et de votre mère. D'accord. Bon, mais ça, il le dit quand ? Ça, il le dit à un moment où il se prend il se confronte avec Vance. À J.D. Vance. Mais donc, il le dit avant l'incident majeur. Attendez, il le dit avant l'incident majeur avec Trump. Il le dit avant l'incident majeur avec Trump, c'est exact. Mais c'est important. Non, mais il est... En fait, si vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est regarder, non pas revoir 10 fois la même minute que consomment à satiété depuis 3 jours les chaînes d'infos, il faut regarder les 50 minutes de cet entretien dans leur intégralité, puisque c'est filmé, c'est fait devant les caméras. Vous savez, le bureau ovale, plus personne ne travaille dans le bureau ovale depuis un siècle. Mais le bureau ovale, c'est la vitrine. C'est une sorte de tabernacle du pouvoir, c'est la vitrine où le président américain amène ses invités. Il y a le buste de Churchill, là, on change à chaque fois là, un petit peu le décor quand même. Là, Trump a mis le buste de Churchill en marbre, en bronze, et il montre ses invités. Alors, ils sont censés lui lécher les pieds. Et lui, il prend les choses avec bonhomie, il se vante, il plaisante, et les autres le flattent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, on passe aux choses sérieuses. Là, on éteint les caméras, parce que la diplomatie, ça nécessite un peu de secret. Donc cet incident, quand vous dites qu'il faut revoir les 50 minutes, ça veut dire que la version qui est donnée... Parce qu'il y a 40 minutes qui expliquent tout. L'interprétation qui est faite dans les médias français, ce que vous voulez dire, ne correspond pas tout à fait à la réalité de ce qui s'est passé. Ce qu'on voit sur les télés, c'est une sorte d'embuscade, c'est un guet-apens. C'est-à-dire, vous avez un président qui arrive lester toute la gravité tragique de la guerre qu'il incarne, et les autres se moquent un peu de lui, et puis finalement le secouent, le briment, et finissent par le chasser. Et le jeter dehors. Et on se dit, mais c'est incroyable comme violence. Bon, c'était préparé à vous. J'ai entendu François Hollande qui disait que c'était sans doute préparé. Ben parce que si c'est un guet-apens, évidemment qu'il est prémédité. Oui. C'est votre avis, réalité, c'est votre avis parce qu'il n'y a pas de preuve. Moi, je ne crois absolument pas ça. Votre avis m'intéresse, c'est votre... Ben, écoutez, il faudra qu'il apporte la preuve que c'était prémédité. Ce que l'on sait, c'est que Vance est résolument contre la guerre. L'Ukraine, il est prêt à la passer par profits et pertes. Il l'a dit pendant sa campagne électorale. Il s'en est jamais caché. Il ne voit pas quel est l'intérêt. Pour lui, c'est une obscure combat entre des Slaves, d'anciennes colonies soviétiques et leurs maîtres. Et donc, ça ne la regarde pas. Ça ne regarde pas l'Amérique. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il dit, je ne veux pas entendre parler. Mais ce qu'on voit dans les 40 minutes, c'est que, comment s'appelle-t-il ? Zelensky arrive, il est extrêmement fatigué, il arrive à peine à tenir les yeux ouverts, il sourit jamais, pas à aucun moment, et il veut immédiatement imposer à l'équipe américaine qui plaisante, qui bagnote, qui le charrie un peu sur sa veste, etc., sur le fait qu'il ne porte pas de veste. Après, ça va devenir toute une affaire. Mais là, sur le début, c'est plutôt rigolard, la façon dont Trump l'accueille, en lui disant, tiens, vous avez vu, il est sur son 31. Mais s'il l'accueille, alors que 8 jours avant, il est mais c'est ça qui déclenche. Comment dire, Zelensky répond à ce moment-là. J'espère qu'on va parler de choses plus sérieuses. Oui. Et cette phrase-là est un bascule. Les 40 minutes, quand vous les regardez attentivement, vous voyez que vous avez en face Trump fait sa promo comme d'habitude, annonce un accord mirobolant, mirifique sur le sous-sol qu'ils vont signer dans la pièce d'à côté. Et l'autre est là en train de réclamer les garanties de sécurité qu'il est venu chercher. Il veut des garanties de sécurité. Or, pour les Américains, l'accord sur le sous-sol
qui a été débarrassé de tout ce qu'il pouvait avoir de scandaleux. L'accord sur le sous-sol, c'est la garantie de sécurité. Donc il y a un quiproquo dès le début. Et après, on sent la tension qui monte, les hommes se flairent pendant une demi-heure, puis finalement, ils se jettent les uns à la gorge de l'autre, et ça dégénère très vite, en quelques minutes. Bon, alors je vous propose qu'on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, et notamment François Bayrou. L'heure est grave, dit-il. Moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est que j'ai une telle défiance aujourd'hui du monde politique, et que le jour où le monde politique dira au loup, le jour où le loup arrivera, j'ai une telle défiance que je peux parfois, il faut que je fasse attention, ne plus les croire du tout. Parce qu'ils nous refont le coup du Covid, en fait, avec l'heure est grave. Mais là, l'heure, elle est peut-être vraiment grave. Non, mais donc, j'aurais aimé quand même questionner notre invité sur ce qu'il vient de dire, quand même, parce que je n'ai pas été dupe du tout qu'on n'a pas tout vu. J'en suis bien persuadé. Raison pourquoi, d'ailleurs, aux États-Unis... Mais regardez-le. Non, mais raison pourquoi aux États-Unis, on est beaucoup moins offusqué parce qu'eux ont tout vu. Mais malgré tout, est-ce que c'est normal qu'on ait eu le droit à une sorte de conférence de presse qui a duré 45 minutes? Mais c'est passé la même chose avec Macron. Deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas quand même, en toute objectivité, qu'il est à la Maison-Blanche? Monsieur Trump, c'est la puissance invitante. Est-ce qu'ils n'ont quand même pas violé les lois élémentaires de la diplomatie et de l'hospitalité? Il n'y a aucune diplomatie là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'hospitalité, en tout cas aucune politesse. Vous savez, être l'ami des États-Unis, c'est terrible, hein, et être leur ennemi, c'est fatal. Donc c'est compliqué. Non, mais de toute façon, quand vous allez voir votre créancier, pardon, quand vous allez voir votre créancier, vous n'y allez pas en lui demandant des comptes avec arrogance. Mais quand je vais voir mon banquier, il n'y a pas la télévision. Mon problème, il est là uniquement. Il y a deux erreurs que fait Zelensky. D'abord, il parle anglais, il n'aurait pas dû. Quand vous avez un traducteur, eh bien, ça vous laisse le temps de réfléchir, puis ça vous laisse aussi... Vous êtes sûr qu'on ne va pas vous interrompre, qu'on ne va pas vous couper la parole, parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Donc on attend que le traducteur ait parlé. Ça permet de faire baisser la tension. Il y a plein de ministres des Affaires étrangères français qui veulent montrer qu'ils parlent anglais et qui se fourvoient en parlant comme ça dans la Vincent, si je peux me permettre, vous dites qu'il n'arrive pas en très grande forme, on le serait peut-être à moins, peut-être qu'il n'a pas des journées. Et puis vous dites que l'accord minier serait pour lui un élément de sécurité, c'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'il entend par élément de sécurité, l'accord minier. Non, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous avez d'énormes investissements américains avec un défaut, évidemment que ça représentera un atout et un acquis. Je retiens une chose essentielle. Vous ne souhaitez plus être coupé dans cette émission, parce que Serge Deljar me faisait encore le reproche dernièrement, cet après-midi, de venir avec un traducteur et de parler dans une langue russe étrangère. En principe, sa langue, c'est le russe. Hein. Vous savez, c'est très important de regarder la séquence. Olivier d'Artigol, que sa langue, c'est le russe. Il y aurait beaucoup à dire. Non, mais ça m'a fait rire. Non, alors là, ne me fâchez pas avec Olivier d'Artigol, qui est un ami. On se fâche pour des sujets sérieux. Ça m'a fait rire. Ne me fâchez pas avec lui, qui est un ami. Vous savez pourquoi l'humanité coûtait plus cher que la Pravda? À cause des frais de traduction. Pas de traduction, exactement. On disait. Non, écoutez, mon ami Olivier d'Artigol, je souhaiterais qu'il ne soit pas... Non, mais je viens de bonne humeur ce soir, donc allons-y. Sérieusement. Mais ça n'a pas été possible. Voilà, comment dire Trump s'est très mal comporté. Alors, bon, il y a quelqu'un qui me dit que vous êtes en train de normaliser une scène hautement anormale. Très mal comporté. On n'est pas en train de normaliser, je ne pense pas. Bon, ce que je dis, c'est que moi j'étais avec Chirac dans les rues de Jérusalem. Rappelez Jérusalem. Rappelez la Via Dolorosa, la bousculade. Et I go to my plane. I take my plane and I go back to Paris. Avec cette accent inimitable. Oui. On a vu ça, tout le monde a vu ça, tout le monde arabe a vu ça, Dr Chirac, mais un héros. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que ça a duré 2h15. Oui. La descente de la traversée de la vieille ville, pendant 2h15, Chirac s'est fait marcher sur les pieds. Et pendant 2h15, il s'est réfréné. Et à la fin, il explose, tout le monde ne voit que ça, et on n'a pas compris la scène d'avant. On n'a pas compris ce qui s'était passé avant. Il est 20h15. Il n'y avait pas de volonté d'éclat. Bon, est-ce qu'on peut voir François Bayrou? Je ne suis pas convaincu par la comparaison, mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de volonté de faire un éclat. J'ai l'impression qu'à la Maison-Blanche, on était dans une maison de fous. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, William a des fiches CNews. Maison de fous. Oui, mais parce qu'il ne va pas chez son banquier, mais il va dans le bureau de Serge Deljar, manifestement. Ce qui est un peu la même chose. C'est la même chose, mais il n'y a pas les caméras de télévision. Voilà. Bon.
Je disais tout à l'heure, à force de crier au loup, on ne croit plus le loup. Bon. Moi, je n'ai plus aucune confiance, je vous le dis aujourd'hui, ni en l'Union européenne, ni en Mme von der Leyen, ni en les discours. C'est comme ça. En tout cas, j'ai une très grande défiance. Voilà, j'ai vu ce qu'ils ont fait pour le Covid. Ils sont capables de tout. Voilà, c'est capable de tout. Ils veulent une Europe fédéraliste. C'est la thèse également d'Emmanuel Macron. Bon, simplement, l'heure est sans doute grave. Et quand François Bayrou nous rejoue le coup de l'heure est grave, peut-être faut-il l'écouter avec gravité, précisément. Le Premier ministre, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ce débat est organisé selon les termes de l'article 50-1 de la Constitution et son but est que le gouvernement partage avec la représentation nationale non pas seulement des informations, à dire vrai, il en est peu que chacun d'entre nous ne connaisse, mais une vision d'une situation historique qui est à nos yeux la plus grave, la plus déstabilisée, la plus dangereuse de toutes celles que notre pays et notre continent ont connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, est-ce que ça c'est vrai ? Est-ce que c'est le pire des moments depuis 1945 ans ? Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus, oui ou non ? Eh bien, on marche vers la guerre. Moi, je vous dirais, la guerre, on n'a jamais cessé de la faire depuis 1949 et on fait des opérations de police. Là, on est face à un État qui est armé d'un arsenal nucléaire qui a de quoi faire réfléchir avant de s'engager dans un... Geoffroy Lejeune, pour que la parole tourne. Oui, on a perdu. Et Sabrina aussi. On a perdu des centaines de soldats depuis 1945. Là, on n'en a pas encore perdu dans cette guerre-là, même si en effet elle est plus impressionnante. Ensuite, moi j'aime bien votre parallèle avec le Covid. En fait, je pense que dans un contexte de délégitimation absolue de la parole politique, de décrépitude du pouvoir, d'ailleurs d'assemblées ingouvernables, de gouvernements qui ne peuvent plus gouverner, etc., avec des textes qui ne passeront jamais à l'Assemblée nationale, je pense qu'ils n'ont plus que ça, en fait, la peur pour de tenir l'opinion et ça s'est joué en 2022. Le Covid et l'Ukraine ont permis, je pense, la réélection d'Emmanuel Macron de manière aussi... Et c'est pour ça que j'ai une très grande défiance aujourd'hui, mais je pense que les Français l'ont aussi. Mais par ailleurs, ça ne veut pas dire que le Covid c'est rien et ça ne veut pas dire que la guerre en Ukraine c'est rien. Mais par contre, c'était pas obligatoire. On n'était pas obligé de confiner tout un pays pendant plusieurs mois. Et de vacciner tout le monde. Et de vacciner tout le monde pour éviter le drame. Là, c'est pareil, on n'est pas obligé d'aller envoyer des soldats sur place pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Bon, Sabrina Bedjeber. Je trouve que cette agitation sémantique, elle est, à mon sens, décorrélée des réalités que vivent les Français face à l'islamisme, face à la submersion migratoire, face au terrorisme islamiste, face aux quartiers prioritaires de la ville. On parlera tout à l'heure de Dijon, face au narcotrafic et la criminalité qui pullule dans notre quartier. Et je suis assez d'accord avec vous. Mais comme l'ensemble en plus de la presse... Et assez content finalement d'avoir ce thème-là parce que ça lui évite de parler des autres. Absolument. Ça renforce ma très grande défiance entre le pouvoir et l'espace médiatique. Tout à fait. Je peux vous dire autre chose Mais ça va même plus loin que ça. Pardon. Ah bon ? Ça va plus loin que ça. D'abord, il m'insupporte au plus haut point d'entendre l'Europe prendre une pause martiale alors qu'elle n'est même pas capable de faire respecter ses propres frontières. Tout à fait. Elle est préoccupée par les frontières de l'Ukraine. Elle ne respecte pas ses propres frontières. On est dans l'OTAN où il y a la Turquie qui, depuis des années, occupe la moitié de Chypre, qui fait partie aussi de l'Europe. Ça ne gêne personne. Je ne vois pas pourquoi Chypre serait moins précieuse que le Donbass et la Crimée, qui ne sont peut-être pas totalement ukrainiennes. Voilà. Est-ce qu'après les discussions à Riyad, Donald Trump sera place rouge le 9 mai prochain avec Vladimir Poutine, ce qui serait un renversement d'alliance spectaculaire? Première question. Est-ce que Poutine, après avoir pris ses gains territoriaux en Ukraine, 20% du territoire, sera amené à réfléchir dans un calendrier qui peut être plus lointain que ce que nous, on peut penser, à de nouvelles visées impérialistes ou pas, vers la Moldavie, que sais-je, ou est-ce qu'il ira vers d'autres territoires ukrainiens? Cela pose quelle nature de questions nous concernant sur notre sécurité intérieure? Ce sont des vrais sujets. Alors avançons et écoutons François Bayrou, le Premier ministre, cet après-midi. Si la digue ukrainienne tombe, dit-il, que se passe-t-il? Si la digue ukrainienne en venait à céder du fait de notre impuissance ou de notre négligence, alors n'en doutez pas, un jour ou l'autre, plus tard ou très tôt,
ce sont nos pays, les pays de notre Union, qui se trouveraient ciblés. Car il est une leçon que l'histoire nous a enseignée et qui n'est jamais démentie. La force brutale ne se borne jamais elle-même. La situation nous dicte donc les questions que nous devons nous poser. Si les alliances se renversent, les Européens ont-ils la volonté de résister? Ont-ils la volonté de défendre, non pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils sont? Au fond, c'est la plus ancienne question, pas seulement du théâtre, mais de la philosophie, to be or not to be. Bon, ce qui est terrible, c'est que c'est imparable ce qu'il te dit. Si, c'est parfaitement parable. Bah, c'est imparable parce qu'il te dit Poutine sera à Paris. En gros, quoi, j'exagère à peine. Et tout est possible par définition. Mais personne n'y croit. C'est parfaitement. Il y a rien dans la réalité qui étaye l'idée que Poutine pourrait vouloir aller à Paris. Non, mais rien. Attendez, c'est parce que ça s'appelle agiter les peurs. Bah voilà, c'est la logique. D'ailleurs, depuis 3 ans, on nous fait ce récit. L'Ukraine serait un test avant d'aller voir d'autres pays, etc. Oui, il y a absolument. Sans aller à Paris, c'est possible. Alors, rappelez-vous, on nous a expliqué à un moment donné que la Russie avait frappé la Pologne. Vous avez entendu Monsieur Glucksmann ce matin expliquer que la Finlande se préparait, le pays se préparait, et alors tous les journalistes disaient oui, formidable. Combien de points de PIB la Russie consacre-t-elle à son armement? C'est autre chose. 10 points de PIB. Poutine la Russie veut depuis les années 90 une Ukraine neutre. C'est ce qu'ils ont craint que ce ne soit plus le cas. C'est donc la raison pour laquelle il y a eu cette agression et cette invasion. Mais non, mais c'est ce que Trump a compris, et c'est la raison pour laquelle Trump a peut-être déjà. Il n'arrive même pas à aller à Kiev. Que voulez-vous qu'il arrive à Paris? Bravo, c'est exactement ça. Il n'arrive même pas à aller à Kiev. Il n'arrive même pas à vaincre la petite Ukraine. Il ne faut pas exagérer. Par la mobilisation du peuple ukrainien, son courage, par les soldats ukrainiens. Ce que je veux dire, Monsieur Bayrou... Les armes américaines aussi. Oui, bien sûr. Un petit peu quand même. Beaucoup même. Non, la guerre, elle a commencé en 2014. Oui. Elle n'a pas commencé il y a 3 ans. Elle n'a même pas commencé quand on l'a découverte, nous, Européens. Elle a commencé avant. Mais on peut considérer... Je ne réfute pas tout ce que dit Bayrou. Si. Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou. Le Premier ministre. Autant pour moi, Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît. Et d'ailleurs, lui, en plus, je le trouve plus habilité à parler que, par exemple, notre président de la République, parce que lui, au moins, sait parler à l'Algérie. Parce que c'est quand même difficile d'accepter d'être courageux avec l'Ukraine, mais de ramper devant l'Algérie. Mais malgré tout, et une fois que je vous ai dit que Poutine était un envahisseur, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de quoi trembler quand on voit qu'il n'arrive même pas à aller à Kiev. Et que l'Ukraine, c'est quand même pas Scène à la Maison-Blanche. Puissance extraordinaire. Scène à la Maison-Blanche, François Bayrou. Vendredi soir, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, s'est déroulée sous l'objectif des caméras du monde entier une scène sidérante, marquée de brutalité, de volonté d'humiliation, dont le but était de faire plier par la menace le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il se rende aux exigences de ses agresseurs. Le tout résumé en une phrase devant les caméras de la planète: ou bien vous trouvez un accord avec Poutine, ou bien nous vous laissons tomber. Pour l'honneur de la responsabilité démocratique, pour l'honneur de l'Ukraine, et j'ose le dire pour l'honneur de l'Europe, le président Zelensky n'a pas plié, et je crois que nous pouvons lui en manifester de la reconnaissance. Alors que nous assistions sidérés à cet affrontement, c'est qu'était en train de se rompre quelque chose d'infiniment précieux, dont nous étions au jour le jour peu conscients, mais qui servait de cadre à notre regard sur le monde. C'était l'idée de l'identité et de l'unité de l'Occident. Bon, on voit le ton de François Bayrou, ton grave. On va marquer une pause et puis on écoutera Marine Le Pen, on écoutera François Hollande. On est ensemble jusqu'à 20h12, je le précise, 20h13 ce soir. 21h13. Oui, 21h. Vous avez raison, 21h. Et nous parlerons de Cyril Hanouna qui était avec nous ce matin. Nous parlerons également du pape, des Césars. Vous avez peut-être écouté la séquence Franck Dubosc notamment. Gérard Bourgoin qui est décédé, président historique de la JOCR. Il était vice-président peut-être, parce que c'était le président Hamel également. Hamel. C'est terrible parce que je pense à Giroud, parce que du trio, il ne reste que Guy. C'est-à-dire qu'il y avait le président Hamel, qui était un homme absolument formidable. Tous ceux qui ont connu Auxerre et le président Hamel se souviennent d'un homme tout à fait atypique. Un vrai gentil. Un vrai gentil, puis un président à l'ancienne.
tel que le football fabriquait à l'époque des présidents. Donc, mais j'ai des anecdotes avec le président Hamel qui était un personnage vraiment merveilleux, et puis son épouse qu'on voyait souvent. C'était un plaisir d'aller à Auxerre. C'était un plaisir parce que cette équipe jouait extraordinairement bien. C'était un 4-3-3. C'était du football flamboyant. Il y avait Gérard Bourgoin qui était un personnage hors norme, qui était un moment président de la Ligue et qui venait avec faire sa tête de veau rue Léo Delibes lorsqu'il y avait le siège de la Ligue à l'époque, qui avait commencé, je crois, Boucher, qui a une réussite absolument incroyable. Il a commencé à 15 ans ou 16 ans, qui dormait 3 heures par nuit et qui a monté un empire autour du poulet. Et puis, ami de Fidel Castro, ami de Gérard Depardieu, personnage hors norme, vraiment. Et puis il y a Guy Roux, à qui on pense ce soir, parce qu'il est sans doute évidemment très, très affecté. Donc, il y avait un public fabuleux. Et il y a toujours un public, la J.O.C.R., c'était vraiment extraordinaire, avec des joueurs, Cantona, Boli, bien sûr, Ferreri au départ, et puis d'autres après. Zarmac. Alors Zarmac, ça c'était au tout début. Vous savez que Patrick Devers avait tourné Coup de tête bien sûr. À Auxerre, quand Auxerre était en 2e division, et Guillaume m'a raconté qu'ils avaient fait travailler Patrick Devers, qui n'avait jamais joué au football de sa vie, jusqu'à 5h du matin avec Jean-Jacques Hainaut, pour faire pour jouer le match et pour le faire marquer un but, il n'y arrivait pas. Il est le conseiller technique de Coup de tête, qui est un film absolument formidable avec une musique de Bachelet, et Jean Bouise, qui dit à un moment « J'entretiens 11 imbéciles pour en calmer 5000 » qui est la phrase du film, parce qu'il est PDG de l'entreprise, Jean Bouise, mais c'est un film formidable. Merveilleux. Formidable, avec France Dugnac qui a disparu malheureusement, avec Robert Dalban, avec Patrick Devers. C'est vraiment un très très grand film, et c'est un film de Jean-Jacques Hainaut. Bref, je referme la parenthèse et nous revenons dans une seconde. On va revenir à l'Ukraine. Oui, vous avez raison. Et on parlera évidemment de toute cette actualité. À tout de suite. François Hollande, ce matin, parlait sur France Inter. D'abord, tous ces gens parlent sur France Inter. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est la radio officielle pour le dossier Ukraine-États-Unis. Et je vous propose d'écouter François Hollande. Scène préméditée, dit-il. Donald Trump joue sur la sidération. Et donc, ce qui est inimaginable peut se produire avec lui. Et c'est ce qui a donné lieu à cette scène. Néanmoins, cette scène, elle a sûrement été préméditée. C'était une opération qui était engagée pour Trump, pour faire céder Zelensky et pour impressionner. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il nous a tous impressionnés. Parce que d'une certaine façon, il sait que son message passe par ce moyen-là, plus du tout par les formes ordinaires de conférences de presse, d'interviews dans des journaux ou de déclarations au peuple américain. Donc, à partir de là, moi, j'avais déjà constaté que Trump, et c'est vrai que c'est une rupture, Trump n'est plus simplement un ami, le peuple américain, pour les liens que nous connaissons, mais il n'est plus un allié. Et c'est pire, c'est un partenaire, car il reste un partenaire, et de ce point de vue, il ne faut pas rompre un dialogue, mais il est un partenaire qui négocie avec notre adversaire. Bon, je fais juste une petite parenthèse qui va vous intéresser, parce qu'il y a une info qui vient de tomber ce soir. Le Haut Commissariat au Plan, François Bayrou, a choisi Clément Beaune. Oui. Pour lui succéder. En quête d'un remplaçant depuis sa nomination à Matignon, le centriste s'apprête à nommer l'ex-ministre visage de l'aile gauche macroniste battu aux dernières élections législatives. Le nom de Clément Beaune avait circulé pour remplacer peut-être Alexis Collère sur le départ. Donc ça ne sera pas... Ça m'étonnerait. Bon, vous avez dit tout à l'heure ce que vous pensiez de l'intervention de François Hollande, que ce n'était sans doute pas prémédité. Alors je vous propose d'écouter Marine Le Pen à 2 reprises. Comment ? C'est une reconstruction. Est-ce que c'est le seul... Il y a un élément qui joue contre ce qu'il dit, c'est que c'est Emmanuel Macron qui a obtenu cette invitation de Zelensky. Trump et sa bande n'avaient pas du tout l'intention de lui donner la parole et de l'écouter. Et ils en ont rebattu, ils ont au contraire, ils se sont laissés fléchir par le Britannique et le Français. Est-ce que je suis le seul sur ce plateau à être choqué par le comportement du président américain ? Non, mais moi aussi. Tout le monde est. Non, parce que non, mais vous découvrez la nuit, quoi. Ah non, moi Ça fait 12 ans qu'on le sait, tout ça, franchement. Ah oui, non. Ouais, ça fait 10 ans qu'on le sait, que Trump, il est comme ça. Non, écoutez, non. Vous découvrez... Dans ce camp-ça, il y a quelque chose qui... Non, moi, pardon. En deçà de ce qu'on peut Je ne suis pas le premier contempteur de M. Trump, mais j'ai cru vraiment être... quand je voyais la Maison-Blanche, c'était une maison de fous.
Très sincèrement. Enfin, moi, il y avait un côté quand même assez effrayant. Et voilà. Non, mais soyez effrayés, vous avez raison d'être effrayés. Vous savez, je veux dire, les Américains n'ont jamais eu beaucoup de pitié pour leurs vassaux. Ils les ont régulièrement abandonnés en race campagne. Et ça, c'est Trump, c'est Biden, c'est tous. C'est Reagan, c'est tous. C'est l'exécution. Je voulais la liste, je peux vous la faire. C'est l'humiliation. C'est 40 ans de vie professionnelle. C'est l'humiliation publique qui me choque. Bon. Mais là, le sacrifice, on a assisté à une sorte de sacrifice humain. On a assisté à une scène invraisemblable, très violente, ou à harakiri d'un kamikaze. Mais sincèrement, quand vous regardez, c'est pour ça que je vous disais, je vous incitais à regarder l'ensemble de la séquence, et vous verrez sur 50 minutes, on en a parlé tout à l'heure. C'est votre ami d'Artigol qui a relancé le débat. Pas de préméditation. Je ne crois pas. S'il vous plaît. D'abord, vous faites bien préciser que c'est mon ami. Ouais, voilà, quand même. Effectivement. Parce que, voyez-vous, depuis ce week-end, il y a un renversement des alliances. J'ai bien compris. Donc, voilà, permettez-moi. Et ça, c'est le grand rapprochement. Il sort dans la position d'un Zelensky. Permettez-moi de vous dire que les choses changent et plus vite que vous ne pensez. Bon, je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen à 2 reprises, si vous le voulez bien. D'abord, les rapports de la France avec les États-Unis. Marine Le Pen, c'était cet après-midi. L'arrivée d'une nouvelle administration à la tête des États-Unis fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre. Je veux redire à cette tribune que si nous sommes alliés des États-Unis, nos intérêts ne coïncident pas forcément. Pour éviter tout risque de vassalisation, il faut sans cesse garder comme ligne de conduite la défense de l'intérêt de la France et des Français. Notre diplomatie, et je conclus, doit ainsi renouer avec ce qui fut sa force, le triptyque indépendance, équidistance, constance, qui donna pendant longtemps à la France cette voix singulière dans le monde, voix que beaucoup de pays, notamment africains, aimeraient entendre à nouveau, voix dont l'objectif doit être encore et toujours la paix. Ce qui est ennuyeux pour beaucoup de gens, c'est que ce que dit Marine Le Pen est le plus sensé. Ce que j'ai entendu cet après-midi. Qui contesterait ce qu'elle vient de dire? Tiens, Olivier d'Artigol, vous contestez ce qu'il vient d'être dit? Je ne sais pas quelle est la position du Rassemblement national. Mais c'est très clair, en fait. Non, je la connais pas. Vous feignez de ne pas le comprendre. Non, je suis très attentif à tout ce que peut dire Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est exactement ce que vient de dire Madame Le Pen. Ah, mais dans cette facture-là, dans ce qui vient d'être dit, en effet, il y a quelque chose qui relève du bon sens, mais ça ne fait pas la maille avec l'ensemble de la pensée politique du Rassemblement national sur en fait, ça vous ennuie beaucoup. Ça vous ennuie beaucoup. C'est très dur pour vous d'être d'accord avec le Rassemblement national. M. Bardella a fait un aller-retour à vide. M. Bardella a fait un retour à vide. Je vous assure ce qui vient d'être dit. Si, il y a quand même il y a des liens qui se... Quel rapport? On peut aussi un peu élargir le spectre, non? Bon, et la deuxième chose, et Marine Le Pen, là encore, ce qu'elle demande me paraît le minimum. Elle demande simplement le bilan des aides à l'Ukraine. Oui. Je pense que c'est quand même le minimum que nous puissions tous demander. Écoutons Marine Le Pen cet après-midi. Il serait d'ailleurs de bonne politique de fournir à la représentation nationale un bilan des aides fournies à l'Ukraine, y compris à travers l'Union européenne. Ce bilan devant notamment permettre de comprendre enfin à quoi servent finalement les intérêts des avoirs russes gelés qui ont, j'ai l'impression, été promis comme source de financement pour bien trop de sujets. Malgré cela, il est aussi permis de s'inquiéter de l'abandon progressif par la France de son rôle singulier de puissance d'équilibre, passant d'un extrême à l'autre au cours des derniers mois, sans ligne politique clairement définie et encore moins comprise. Geoffroy Lejeune. Moi, je suis frappé par une chose qu'elle vient de dire, c'est en effet cette absence d'équidistance de la part de la classe politique française vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont été adorateurs de Biden parce qu'il avait battu Trump, adorateurs de Kamala Harris qui était exceptionnelle, géniale, vous allez voir ce que vous allez voir, il s'avère que c'était pas une très bonne candidate, et ils sont très 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 radicaux vis-à-vis de Donald Trump. Normalement, la position française, c'est pas ça. Et moi, je suis choqué par une chose, pardon, parce que Olivier me disait tout à l'heure, est-ce que je suis le seul à être choqué? Moi, je suis choqué par une chose, c'est que je n'entends personne dans notre classe politique et médiatique dire aujourd'hui que Donald Trump est le seul à parler de la paix tout le temps. C'est-à-dire, il veut faire la paix maintenant, quel que soit le prix évidemment, mais n'empêche que c'est le seul leader mondial à vouloir arrêter cette guerre tout de suite. Et c'est la position de Vance aussi. C'est intéressant. Je suis d'après du quel que soit le prix. Non, mais ce que dit Geoffroy en première partie est très juste. C'est-à-dire qu'on adorait Biden et Kamala Harris. Non, mais la classe médiatique, etc. Mais bien sûr. En fait, c'est... Eh ben oui, c'est bien pour cela, si vous voulez, que je ne suis pas totalement satisfait de ce que j'ai vu mais je suis d'accord à la Maison-Blanche, parce que ça pourrait redonner
du poil de la bête. Je suis d'accord, c'est pour ça que Vincent et on peut, entre guillemets, bien sûr, apporter quelques critiques parce que, en fait, ce que vous nous dites, vous le banalisez, ce qui s'est passé. Non, si. C'est unique. Vous dites ça fait 12 ans, on le connaît, Trump et ça. Non, je vous dis que les Américains soient décidés à passer par-dessus bord Zelensky, on le sait depuis des semaines. Oui. Et attendez, quand le président Trump le traite de dictateur, on a compris que son sort était scellé. Oui, mais c'est peut-être faux, mais on a compris qu'il est la forme. Non, la forme. On convenait que c'est jamais arrivé ce qui s'est passé. C'est une scène de télé-réalité qui n'est jamais arrivée. Incroyable. Ah ben la scène de télé-réalité, ça n'est jamais arrivé parce qu'on n'a pas l'habitude de faire de la diplomatie. On n'a pas l'habitude de faire de la diplomatie devant les caméras. Là, on était dans la pièce et on a vu la violence de l'affrontement. Le truc qui était bizarre, c'est que Zelensky n'avait pas compris. Mais bon. Dernière chose, et c'est une analyse de Philippe de Villiers que je vous propose. Il était cet après-midi avec notre camarade Cyril Hanouna. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de Cyril. Il était ce matin avec nous. Et là, il est en train d'exploser. Restez bien sûr avec nous sur CNews, tant qu'à faire. Mais il est en train d'exploser sur YouTube, Dailymotion et sur toutes les box qui sont en train de le regarder. Donc il peut dire coucou à l'Arcom. Mais je vous propose d'écouter Philippe de Villiers qui conclut cette séquence avec une analyse. Que dites-vous ? Pourquoi vous delinez ? Parce que sur l'histoire de Le Pen, moi ce qui m'a frappé, pardonnez-moi, j'ai resté juste un instant. Je vous en prie. Ce qui était frappant, vous avez eu Gabriel Attal après qui l'a traité de capitulard. Oui. Et si vous revenez... Vous voulez l'écouter ce qui me frappe, moi, c'est que l'idée que la Russie fasse peser sur la France une menace quasi existentielle, on en est là. Alors c'est très bizarre parce qu'on dit c'est une menace existentielle, mais en même temps on n'y va pas. Bon, donc il y a une menace. Bon. Mais ça permet de traiter effectivement les opposants de capitulards, de traîtres à la nation. Ça permet d'enclencher une économie de guerre. Oui. Ça permet toutes sortes de choses. Mais je suis d'accord avec vous, mais moi-même ce matin après l'édito, de censurer les médias. J'ai simplement dit ce matin que la Russie avait gagné la guerre. Si on s'arrêtait là, la Russie avait gagné la guerre. Et alors j'ai tous les espaces médiatiques, je ne vais pas les citer, des éditorialistes qui me comparent à Philippe Pétain. C'est magnifique. Mais leur seule grille de lecture, c'est Philippe Pétain. Je veux dire, mais non, mais je vous assure. Alors je peux citer, c'est Renaud Delis, Jean-Michel Apathy. Ils disent voilà, c'est formidable d'ailleurs. C'est leur grille de lecture. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Ce qui est intéressant, c'est que pendant 3 ans, je trouve ça extraordinaire. Pendant 3 ans, ces gens, au mépris de toute réalité, ont expliqué n'importe quoi sur le fait que l'Ukraine allait gagner la guerre, qu'il y avait des armes secrètes, qu'une contre-offensive radicale allait être enclenchée. Philippe de Villiers. Philippe de Villiers. Pas la phrase. Si, il fait terminer, mais il est 20h43. Pas Monsieur d'Artigol. Bon, vous avez raison. Terminé. Le renversement des alliances. Excusez-moi. Excusez-moi. Laissez parler Geoffroy. Écoutons Philippe. Non, terminez votre phrase. Ils ont dit n'importe quoi sur le conflit pendant 3 ans. Ils ont raconté une réalité parallèle. Aujourd'hui, la réalité que vous avez dite et que Trump dit leur explose au visage, c'est très humiliant. C'est pour ça qu'ils se radicalisent. Ils disent, et ils ne sont pas les seuls, les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Comme a dit Mme Herbotte. Quand tu as compris ça, mais il n'y a pas que, hein. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont souvent comme ça, qui disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Dans notre métier, c'est gênant quand même. Oui, mais dans la guerre, il y a des réalités. Et les réalités se traitent comme elles sont. De Gaulle. Oui, je suis... Bon, avançons. Il est 20h43. On est jusqu'à 20h12 et on a fait 15 sujets. C'est bien. Le Gaulle qui parle à Pétain. Pétain ne supporte pas qu'on cite De Gaulle devant lui. Ah non, mais ça... Bon, bref, c'est une grille de lecture. Philippe de Villiers, situation paradoxale, écoutons-le. Il y a une telle défiance sur le monde politique que cette interprétation-là est possible. Moi, je me méfie tellement d'Emmanuel Macron, et j'ai vu ce qu'il est capable de faire par le Covid, c'est que tous les moyens sont bons. Il part dans 2 ans, il va être président de l'Europe, tous les moyens seront bons. Voilà, pour s'imposer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Non, mais l'analyse de Philippe est loin d'être erronée. Il y a quand même en plus ce paradoxe que ce sont les pays les moins nationalistes qui sont les plus nationalistes lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. Bien sûr. C'est quand même
assez paradoxal pour reprendre l'expression. Parce que l'Europe n'a jamais avancé qu'à coup de psychodrame, d'électrochoc, et que la crise en Ukraine est un formidable levier. On parlait du pays en faillite, qui est la France, et dont le président veut qu'on fasse un effort particulier en matière d'armement. C'est quand même particulier. Alors, il y a un truc que j'ai bien compris, il va falloir se serrer la ceinture, parce qu'on n'a plus un sou, mais on va se réarmer. Ça va durer je ne sais pas combien de temps avant qu'on se réarme, qu'on puisse même se réarmer, parce qu'il y aura une guerre, on n'a pas 3 obus, donc tout le monde le sait. Mais c'est ça la vérité, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous le savez bien, on ne tiendrait même pas... alors je veux bien, ça fait 30 ans qu'on... En fait, ceux qui nous ont désarmés depuis 30 ans expliquent aujourd'hui qu'il faut se réarmer. Voilà, c'était une compagnie quand même. On a encore une industrie. Mais écoutez, Olivier, ceux qui nous ont expliqué, qui ont désarmé la France depuis 30 ans ou 40 ans, nous expliquent depuis 24 heures qu'il faut qu'on se réarme. D'abord, ils ont raison, il faut se réarmer, mais avant de se réarmer, c'est pas demain. C'est tout ce que je dis, et ce que je dis me paraît une évidence. Bon, Hanouna, il était ce matin avec nous. C'est une décision politique, pense-t-il? On lui a posé la question, qui a décidé? Est-ce que c'est l'Arcom? C'est évidemment l'Arcom qui a été l'exécuteur des basses œuvres, mais qui est derrière l'Arcom? Écoutez notre ami Hanouna. On a fait plus de choses bien que de dérapages, puisque les dérapages, pour eux, même si on les écoute, ils les comptent au nombre de 3 sur 12 ans. Donc voilà, mais on a fait beaucoup plus de bien que de mal. Mais je pense, moi, c'est pas une décision de l'Arcom. Roch-Olivier Maistre, on le connaît. Roch-Olivier Maistre, je vois Roch-Olivier Maistre, quand il commande une baguette bien cuite, il est déjà tremblant. Il va pas dire tout seul, on va arrêter la C8, arrêtez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Emmanuel Macron? Oui, vous croyez que c'est qui? Alors c'est ma mère? Franchement, mais bien sûr que oui. Alors tout le monde me dit il n'était pas au courant. Mais alors s'il n'était pas au courant, c'est comme si moi dans ma boîte, j'étais pas au courant de ce qui se passait. Alors oui, il y a un problème. Ou c'est un problème de compétence, ou il est au courant. On va l'écouter plusieurs fois avant d'entamer le débat, mais il est clair que quand tu es président de la République, que tu as nommé toi-même Roch-Olivier Maistre, il est clair que Roch-Olivier Maistre ne peut pas prendre cette décision sans prendre son téléphone et prévenir le président de la République. À ce moment-là, le président de la République a 2 solutions. Soit il dit, vous faites ce que vous voulez. Soit il dit, écoutez, il y a 3 millions de gens qui vous écoutent tous les soirs. C'est peut-être pas très malin. Évidemment que ces gens-là se parlent. Voilà. C'est pratique, c'est le système d'autorité indépendante où personne n'est responsable jamais de rien. Ni le Conseil d'État, ni l'Arcom, ni Macron. Bon, deuxième passage de Cyril sur l'Arcom, précisément. Vous savez comment ça se passe en fait avec l'Arcom? Ils peuvent mettre une amende qui est équivalente à 5% du chiffre d'affaires de la boîte. Donc nous, c'était Vivendi, donc ils peuvent aller jusqu'à 5 millions d'euros, un peu plus, 7 millions d'euros. Ils ont mis 3,5 millions, mais c'est complètement arbitraire. Ils sont comme ça, ils sont dans un bureau, ils disent combien? Moi j'aurais mis 1 million, 3 millions. Il n'y a pas de barème, il n'y a pas de truc. Non, ça c'est complètement arbitraire. Le soir du résultat des élections, c'était le 8 juillet, j'ai appelé mes amis de C8 et je leur ai dit, si j'étais vous, vu le résultat des élections, je ne me présente même pas à l'Arcom. Ça ne servira à rien de présenter un dossier, leur décision est déjà prise. Donc je pense, voilà, moi je pense que ça leur allait... Et dans l'espace médiatique... Et dans l'espace... Bon, je vais vous donner la parole, bien sûr, mais comme j'ai parlé tout à l'heure du Haut-Commissariat au Plan avec François Bayrou qui avait choisi Clément Beaune, j'ai beaucoup de gens qui réagissent. C'est vrai que c'est encore un des scandales d'État. C'est un fromage qui sert absolument à rien. Il y a des gens qui me disent les bureaux du Haut-Commissariat du Plan se trouvent sur l'esplanade des Invalides avec 6 mètres de hauteur de plafond, soleil couchant, voiture, fonction, garde du corps, etc. C'est vrai que ça va, quoi. Ça va, on n'a pas besoin d'un Haut-Commissariat au Plan. On est sans arrêt en train de chercher des économies. Les économies, c'est pour les autres. C'est jamais pour l'État. À quoi ça sert sinon recaser les copains ou alors faire des alliances avec Monsieur Beaune, etc. Vous êtes d'accord, Monsieur d'Artigol? Il y en a marre. Bon, c'est l'argent des Français. Oui. C'est tout. Je fais juste cette parenthèse. Politiquement, l'idée de planification me plaît bien. Ça a donné quelques résultats. Je plaisante. Il y a une fusion avec France. Il y a une fusion avec France Stratégie. Ce qui me choque vraiment, c'est le profil de celui qui va piloter ça. Mais il y en a Parce que c'est véritablement une opération de
Il y en a ras-le-bol, ces gens qui vivent avec l'argent des Français et qui leur demandent de faire des économies et serrer la ceinture, qui commencent par eux-mêmes. Ce truc ne sert à rien. Comme le Conseil économique et social. comme on peut multiplier. Alors évidemment, c'est peanuts, comme toujours. Le plan, ça a été relancé par Emmanuel Macron pour recaser François Bayrou. Voilà. Bien sûr. Bon. Cerveau ne pourra faire que mieux. Cyril Hanouna, la fermeture de C8, je fais la parenthèse, c'est une catastrophe pour tout le monde. Écoutez-le. C8 qui s'en va, c'est une catastrophe pour tout le monde. C'est une catastrophe pour l'audiovisuel, c'est une catastrophe pour la TNT. Aujourd'hui, on le voit bien, les plateformes surperforment. Et aujourd'hui, si on n'a pas... aujourd'hui, c'était l'émission la plus forte de la TNT. C'est comme si, dans un supermarché, vous dites on arrête de vendre du soda cola. Voilà, on arrête, terminé, il n'y en a plus. Forcément, il y a moins de gens qui vont venir. Et même nos concurrents, ils vont dire quoi ce soir, quotidien ? Ils vont dire on est premier talk de France parce qu'il n'y a plus C8. Donc même pour les autres, c'est comme dans le championnat de France. Si vous n'avez pas de plusieurs équipes qui sont compétitives, forcément, ça affaiblit le championnat. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière de C8. Moi, je pense que le quotidien va surmonter, va survivre à la perte de C8. Cet argument-là, moi je ne sais pas qui a pris la décision, je sais qu'une seule chose, c'est que l'intolérance de l'extrême gauche est tout à fait liée au fait qu'elle a perdu la bataille des idées. Tout le reste, c'est de la littérature, je ne sais pas si c'est Macron, si c'est pas Macron, c'est la marque même de l'intolérance en ce moment en France, qui vient de l'extrême gauche, qui voudrait, s'il pouvait fermer X, il le ferait. S'il voulait nous fermer, nous, il le ferait très volontiers. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je ne suis même pas sûr. J'entends votre lecture sur l'extrême gauche, ça existe, mais l'extrême gauche n'est pas à l'Élysée ni au Conseil d'État. À France Inter. L'extrême gauche se sont régalés à France Inter. Pardon. Est-ce qu'il ne vous semble pas que la première difficulté pour Cyril Hanouna, pour moi c'est pas le clash avec Louis Boyard, c'est un prétexte, c'est quand les premiers gilets jaunes sont arrivés sur son plateau et ont commencé à parler de leurs conditions de vie. Et je pense que dans ce moment-là, le camp de la raison, qui est le camp du macronisme, s'est dit là attention, c'est un vecteur de communication puissant pour ceux qu'on rejette, qui vivent dans des territoires. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur France Inter ? Ils se sont réjouis. Il faut voir les articles du Monde. Il faut voir les commentaires orgasmiques de France Inter à l'idée que cette chaîne allait fermer, à justifier très juridiquement la décision de l'Arcom. Très sincèrement, ils étaient dans une jubilation pornographique. C'est tout. Philippe de Villiers a pris la parole, écoutez-le. Totalement d'accord. Vous êtes d'accord ? Totalement. Oui, sauf que c'est pas l'extrême gauche qui a nié le référendum de 2005. C'est les élites. Non, mais vous avez raison, c'est les gouvernants. Mais il n'a pas dit que c'était... Non, mais il a raison. L'extrême gauche qui a fermé C8, c'est pas l'extrême gauche qui a nié les résultats du référendum. Les soutiens de Cyril Hanouna, que dit-il ? J'observe 2-3 choses sur les réactions politiques. Vous avez reçu le monde entier en politique. Vous avez reçu Jean-Luc Mélenchon. Pas un ne vous a défendu. Ils sont tous venus dans votre émission. Tous les gens de gauche sont venus. Mais même dans la Macronie, à part Maud Bréjon. Et Maud Bréjon, Carl-Olive et Maud Bréjon, sinon le reste, ils se sont planqués. Comme après, le président a fait une sortie au Salon de l'Agriculture en disant d'énormes bêtises, puisqu'il dit que les 400 personnes qui vont être sur le carreau vont pouvoir être récupérées par les 2 nouvelles chaînes qui ont un budget qui est moindre de celui de ces stars. Donc pour vous dire, ils vont pas prendre 400 personnes. Non, ils sont déjà... Donc voilà. Donc une méconnaissance. Alors, ou c'est une méconnaissance du sujet, ou c'est se moquer du monde. Donc voilà. Et sur les réactions politiques, ça m'intéresse. Vous avez eu des réactions off, par exemple, des gens qui disent tiens, je peux pas te défendre, mais Ségolène qui m'a écrit. Ségolène Royal. Oui, voilà. J'ai eu. Non, mais sinon c'est que à droite. Il y a qu'à droite. Hein. Bien sûr, j'ai Laurent Wauquiez, j'ai Bruno Retailleau. Et comment vous expliquez, par exemple, que tous les gens qui sont venus plutôt de gauche, voire très à gauche, et Jean-Luc Mélenchon est venu, aucun n'a... Mais non, parce qu'ils ont été aussi à l'initiative de la fin de C8. Il y a eu la commission, c'est eux qui étaient à l'initiative avec Aurélien Saint-Toul de la commission qui a entendu énormément de personnes de l'audiovisuel. C'était une commission qui avait été faite que pour nous. Hein. Ils ont été obligés d'entendre d'autres gens, mais ils se sont dit, c'était pour faire... ils se sont dit, on va pas entendre que Cyril Hanouna et Vincent Bolloré, sinon ça va se voir. Donc il faut qu'on invite d'autres gens. Bon, dernier passage que je voulais vous faire écouter, c'est qu'on a imaginé que Cyril Hanouna se présente à la présidentielle. D'ailleurs, il y avait un sondage dans le Figaro, il sort à 11 ce matin.
11, c'est près. Devant Gérard Larcher. Oui. Et tout juste derrière Sarah Knafo. Oui, et Cyril et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dans ce sondage pour la présidentielle, n'est qu'à 15, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Alors, il faut se méfier bien sûr des sondages, mais il sort à 11. Et on lui a posé évidemment la question. Laurence me demande, est-ce que tu as demandé à Cyril s'il va se présenter en 2027 ? Oui, j'ai demandé et vous m'avez dit non. Ah oui, non. Ah ben c'est pas un non franc et massif. Non. C'est un créneau là. Déjà ce soir, on va faire l'émission, après on verra. Hein. Ah non, mais attendez, c'est pas non et massif. Non. Plus vous dites non et... plus vous dites non, plus vous dites non, plus j'entends oui. Ne s'embêtez pas avec ça. C'est jamais arrivé en France. Il y a eu la tentative Coluche. Alors, en 65, il y a eu, je crois, Marcel Barbu. Oui, Marcel il a fait 2%. C'est pas un comique. Mais c'était Barbu. J'avais donné mes économies à mon père pour qu'il vote Marcel Barbu parce que j'avais pitié de lui. Ouais, alors moi j'avais un an, mais bon. Il y avait Marcy et Barbu qui se battaient l'un contre l'autre. J'aimais beaucoup Barbu. Et ça serait intéressant parce que aujourd'hui, plus encore qu'en 80 avec Coluche, aujourd'hui, une candidature Hanouna, je pense pas qu'il ira. Il n'est pas assez fou pour y aller d'ailleurs, parce que c'est compliqué. On a bien élu Zelensky. Voilà, c'est Zelensky. Oui, Trump. Et Trump. Bon. Et Trump, c'est pas la même chose. Je crois que c'était un homme d'affaires. Cyril, c'est un pur animateur de mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Vincent. Et je trouve que si le profil de Cyril est beaucoup plus proche de celui de Zelensky ou Trump, il fait de la télévision, il est riche lui aussi, que de celui de Coluche. Sans arriver au bout, il y a eu Beppe Grillo. Aujourd'hui, dans le climat de défiance, de ras-le-bol, de rejet des élites, vous mettez une candidature comme Hanouna. Par ailleurs, il faut voir le fond de Cyril Hanouna, parce que les gens qui ne le connaissent pas pensent que c'est juste un amuseur. Oui. Moi, j'avais lu son livre avec Christophe Barbier en 2022. C'est quelqu'un qui connaît très très bien la France. Hein. Oui. Et toutes les couches sociologiques, etc. Ce que Olivier racontait sur les Gilets jaunes, c'est pas du tout un hasard. Le fait d'avoir les auditeurs tous les jours comme Pascal Léza, ça permet de connaître un peu le pays. C'est pas lui faire injure de dire qu'il n'est pas formaté pour être président de la République. Non, d'accord, mais on vous sent un peu dans la rivalité avec lui. Je me demande ce que vous fulminez vous-même. Mais attendez. Il finira au bureau ovale. Voilà. Ça se passera pas. J'ai beaucoup d'affection pour Cyril. Et j'ai la même attitude avec Cyril que j'avais avec Éric Zemmour, que j'ai dissuadé, et vous le savez bien, d'entrer en politique en lui disant tu es le meilleur là où tu es. Tu es le numéro 1 là où tu es et tu vas dans un monde, ça prend. J'avais fait la même chose. Qui est nouveau quand même pour toi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire ? On s'improvise pas homme politique à 65 ans. C'est un métier. Et pourtant, c'est un bon tribun. Mais je ne vous dis pas ça. Étonné moi-même. Mais je ne vous dis pas ça. Je vous dis, je pense qu'il serait plus utile comme éditorialiste sur une chaîne du PAF. On l'écouterait plus et plus souvent. Comment ? Il a été donné au second tour pendant la moitié de la campagne. Exactement. Éric Zemmour, c'était l'intellectuel organique de la droite. Il est arrivé à 19% au second tour quand même, pour un jeune parti. Éric a un grand mérite. C'est le premier ou l'un des premiers qui, sur les terrains, il y a 10 ans, 15 ans, où il s'est battu sur les débats télévisés, où ce qu'il disait n'était pas audible. À l'arrivée, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de sujets, il avait annoncé ce qui se passe aujourd'hui. Et sur, on avait même parlé du grand fantasme, souvenez-vous, à Mayotte. Il a gagné la bataille des idées sur tout ça. Exactement. Donc c'est un fait. Après, la bataille politique, c'est autre chose. Un mot. D'abord, je salue Gauthier Lebret qui vient nous voir là, qui était justement avec Cyril cet après-midi dans l'émission On marche sur la tête et qu'on peut écouter tous les après-midi de 16 à 18, qui va être avec nous tout à l'heure après le documentaire consacré à Jordan Bardella, puisque cette semaine, on va aller tous les soirs jusqu'à 21h13. Exceptionnellement, on a rallongé un peu notre émission. Mais un mot sur le pape, parce que je voulais qu'on écoute Jean-Luc Thomas, le souverain pontife qui est hospitalisé depuis plus de 2 semaines et dont l'état reste stable, mais inquiétant. Écoutez Jean-Luc Thomas.
Selon le bulletin médical officiel du Vatican de ce soir, le pape a fait 2 insuffisances respiratoires aiguës ce lundi, dues à une accumulation importante de mucus dans ses bronches. 2 bronchoscopies ont été réalisées pour aspirer les sécrétions abondantes. Dans l'après-midi, la ventilation mécanique non invasive a été reprise. Le pronostic reste, comme depuis le début, réservé, continue le bulletin médical. Ce matin, le bulletin de santé disait que le Saint-Père s'était bien reposé tout au long de la nuit dernière. 9 mots, pas un de plus, qui ont étonné les vaticanistes, les spécialistes de la papauté. Je vous rappelle que le pape est hospitalisé à la polyclinique Gemelli depuis maintenant 18 jours. À 88 ans, le pape a déjà fait vendredi une grave crise respiratoire. Cela en fait donc 3 en 4 jours. Prochain bulletin de santé demain matin après 8 heures. Évidemment, on pourra prier pour le pape, en tout cas pour ceux qui sont croyants, et avoir une pensée pour lui ce soir. Les Césars, vous avez peut-être regardé les Césars. Ouais. Maxime Céada est le PDG de Canal+, comme vous le savez, il a passé la soirée à côté de Julia Roberts. Et j'imaginais les gens qui l'ont interrogé samedi, qu'est-ce que tu as fait hier soir ? J'ai passé la soirée avec Julia Roberts. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique, de charme, d'énergie, et c'est une star hollywoodienne, comme à l'ancienne, j'ai envie de dire. Et on retiendra de cette soirée particulière, quand même, puisque les stars n'ont pas été précisément récompensées. C'est parfois des acteurs ou des films qui étaient moins connus, en tout cas qui n'avaient pas rencontré le même public. Mais on retiendra le grand vainqueur du soir. C'est Franck Dubosc. Et pourquoi ? Parce qu'il est brillant, parce qu'il est drôle, parce qu'il a fait un sketch extraordinaire sur ceux qui n'ont jamais le César. Et il est tellement drôle que je voulais vous faire réécouter quelques minutes, ce qui nous permet d'avoir un peu de légèreté dans ce monde rude. D'abord, j'ai une pensée pour mes camarades qui étaient eux aussi nommés pour ce César de ceux qui n'ont pas eu le César et qui l'ont toujours pas ce soir. Et puis, forcément, là, je pense à ma femme qui me regarde et qui aime me rappeler que c'est pas la taille qui compte. De toute façon, elle est amoureuse. Je pense bien sûr à mes 2 petits garçons qui me regardent ce soir, qui regardent papa, qui doivent être fiers de papa. Et ben ce mini César, ce Césario, j'ai envie de le dédier à mes garçons, enfin pas aux 2, à mon préféré, qui se reconnaîtra. Je sais pour toi, mon chéri. Voilà. Bien sûr, je peux remercier. Je voudrais remercier tous ceux sans qui je n'aurais pas eu ce César, bien sûr. D'abord, je pense à Monsieur Jacques Audiard, qui ne m'a jamais engagé sur un de ses films, et puis ce qui m'a permis, bien sûr, d'avoir toutes mes chances pour ne pas l'avoir. Je pense aussi, bien sûr, aux personnes qui m'entourent toute l'année dans l'ombre, qui préfèrent y rester ce soir. Et puis, vous savez, moi, je dis souvent que je comprends pourquoi les comédies sont moins récompensées au César, mais je voudrais juste rappeler à l'Académie que j'ai fait des comédies qui n'étaient pas drôles. Voilà. Apparemment, c'est vrai. Un mot pour Madame Roberts. Je ne sais pas si vous avez l'honneur de me connaître, mais voilà. How can I explain? Comment je pourrais dire? Je traduis. You see George Clooney, you see Pierre Niney. I'm a pill in the middle. C'est formidable et c'est un des records depuis 2020. Jamais les Césars n'ont été aussi vus. Il y avait 2 millions en moyenne avec un pic à 2,8 millions lorsqu'il y a eu l'hommage rendu à Michel Blanc. Donc bravo et évidemment à Canal pour cette soirée et qui a été vue par beaucoup de téléspectateurs. Dans l'actualité également, je voulais vous parler de Fonseca. Vous ne savez pas qui est Fonseca, je suis sûr, Monsieur Goldnadel. Non. Fonseca, c'est un joueur de football. Ah oui, c'est celui qui s'est méconduit. C'est un entraîneur de football. Oui. Et c'est vrai que ce monde du foot, parfois, nous étonne parce que
j'aime pas donner la leçon, la morale, mais vous avez forcément une valeur d'exemple quand vous êtes entraîneur. Et comment pouvez-vous après parler à vos joueurs quand vous-même vous n'êtes pas capable de tenir votre sang-froid? Et c'est vrai qu'il y a des jeunes. Là, il va prendre cher. Hein. Vous savez qu'il peut être. Il le touche, il peut être radié. Il peut être radié, peut-être pas à vie, mais toucher un arbitre, il lui touche le front. Donc Lyon pourrait peut-être déjà se débarrasser de son entraîneur. L'OL pourrait s'en débarrasser. Et évidemment, je crois qu'il est convoqué mercredi à la commission de discipline. Je vous ai parlé de Bourgoin tout à l'heure. Un mot pour lui, bien sûr. Gérard Bourgoin, vous avez été l'avocat, disiez-vous. Oui, mais enfin, il me prenait parce que j'y connaissais rien. J'allais à la Ligue pour expliquer ce que c'était qu'un tacle irrégulier. Je ne sais pas ce que c'est qu'était un tacle. Alors, il se barrait. Voilà. Bon, j'ai connu Boli, j'ai connu... en tout cas, Gérard Bourgoin, il fait partie de ces gens qui ont des trajectoires absolument uniques. Fabuleux. Puisqu'il avait commencé, je disais, à travailler à 15-16 ans tout à l'heure. Il a été chef d'entreprise, c'est lui qui négociait souvent les contrats pour les joueurs. Et c'est des gens en plus qui ont 10 000 anecdotes, parce que il ne ressemble à personne. Gérard Bourgoin, il pilotait, j'ai envie de dire, à vue. C'est-à-dire que Christian Jean-Pierre m'a raconté de nombreuses fois, il était très ami, Christian qui était journaliste à TF1, il arrivait au Bourget, il se moquait des instructions. C'est-à-dire qu'il descendait, boum, et puis en dehors de toutes les règles. Parce que la particularité de ce type souvent de personnes, c'est que les règles, c'est pour les autres. Donc, mais je le dis avec affection, parce que il y avait beaucoup d'amour pour lui, pour les joueurs, pour des gens comme Cantona, pour Oboli, et puis tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui l'accompagnaient avec des gens qui ressemblent à... Vraiment, ce sont des gens qui ressemblent à personne. Voilà, ils sont tout à fait atypiques. On embrasse Guy Roux qui nous regarde. Bien sûr, et Guy doit nous regarder. Et Guy, la trajectoire de Guy Roux est tellement unique dans le foot. Et puis, on va terminer peut-être avec Herbert Léonard, parce que Herbert Léonard, 80 ans, mort d'un cancer d'un poumon. Plusieurs chansons évidemment très connues pour le plaisir que vous pouvez écouter quelques. نهى عابدين تفتح خزانة أسرارها وتكشف مفاجآت لأول مرة. فتحت نهى عابدين خزانة أسرارها خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، وتحدثت عن علاقتها العاطفية وعلاقتها بأبنائها، كما تطرقت للحديث عن أدوارها التي قدمتها خلال مشوارها الفني. وردت نهى عابدين بطريقة ساخرة على رؤيتها لوجود الرجل في حياتها قائلة: ودع الدماغ. وقالت نهى عابدين: خليني أقول إني أنا تركيبة مش سهل التعامل معها، أنا مريت وشفت حاجات كتير، خبرات على تحديات على فقد على حاجة حلوة. ضيفي ليهم كمان الطموح في حاجات تحققت وطموحات لم تتحقق، واعتمادها على الآخرين صفر، أنا لا أعتمد على أي شخص غيري. وعن علاقتها بابنها الوحيد قالت نهى عابدين أن علاقتها معه ليست علاقة تقليدية أو مجرد أم وابنها، وإنما هي علاقة أعمق من ذلك بكثير، موضحة أن علاقتي بابني مش علاقة أم بابنها، الموضوع له أبعاد كبيرة وأمور تاني أعمق بكثير. أنا طول الوقت بسعى أن ابني يكون نموذج للرجل اللي أتمنى أقابله، ونموذج للأب اللي كنت أتمنى يكون موجود علشان مستقبل ابني واللي حيتجوزها. لكن مش بسعى لذا علشاني، بسعى ليه زي ما بقولك ليه هو ولولاده وللست اللي حيتزوجها. وعن أدوارها التي قدمتها خلال مشوارها الفني، وخاصة دور توحة الذي اشتهرت به في مسلسل العتاولة، قالت نهى عابدين: أنا طول الوقت بركز على أني مش عاوزة أكرر نفسي، وطول الوقت عندي هاجس وخوف أني أعمل حاجة شبه حاجة، ولما الواحد بيعمل دور أو شخصية بتنجح بتلاقي طول الوقت تقديم شغل في السكة دي، وده أنا مش عاوزاه، لأن مهم الإنسان يغير وينوع ويقدم أدوار مختلفة طول الوقت، ده اللي بيبين الموهبة. وأضافت:
وتقديم أدوار جديدة مش بس من باب الاختلاف لكن هو مهم بالنسبة لي كثير جدا. خلينا نتفق أن في من الحاجات المهمة بالنسبة لي أني أبص في مشواري ألقى أدوار كتير مختلفة، وأنا مش مستعجلة ويهمني مش الشغل الكتير